Approchez, approchez. Tout en bas, c'étaient les ténèbres. Cela, il le savait. Il sombrait dans les ténèbres. Et au moment où il le sut, il cessa de le savoir. Il est marin, il est issu des quartiers pauvres. Il a pu fréquenter les bancs de l'école. Il a 20 ans, il dévore la vie, les femmes, l'alcool, les voyages. Il se bat facilement, il a le poing dur et la violence rapide. On est sur un bateau, on traverse l'océan et on s'enivre de musique ensoleillée. On est à la fois dans le roman et dans la création du roman. On est dans les pages qui se tournent, s'entrouvent et se dévoilent. Dans la pièce Martin Eden, d'après Jack London, sur scène, des caisses, une machine à écrire et plein d'accessoires. Bois, filins, cordes, poulies. Les comédiens dansent, chantent et jouent de la musique. J'ai eu la chance de rencontrer Véronique Boutonnet, merveilleuse autrice de théâtre et comédienne. Elle m'a parlé avec générosité de sa passion. Bonjour Véronique Boutonnet. Bonjour. Je suis ravi d'être ici au Théâtre Hébertot, au studio Hébertot, pour la pièce Martin Eden. J'ai adoré cette pièce. Je voulais vraiment vous le dire, en vrai. Merci, je prends, j'adore qu'on adore. Nous aussi, on adore notre spectacle de l'intérieur. En tout cas, on prend un plaisir incroyable à le monter, toutes les recherches qu'on a faites et puis à le jouer. Alors, est-ce que vous pouvez me faire un petit pitch du spectacle ? De la pièce ? Ouais. Ah oui. C'est compliqué quand même. Ça peut être compliqué, mais en fait, finalement, pour moi, l'histoire, elle est très simple. On va suivre le voyage que Jack London et Charmian London ont fait en 1907. Ils sont partis à bord de leur voilier. Ils voulaient partir pour une dizaine d'années. Ils avaient un voyage prévu sur 7 ans. Et leur objectif, c'était de faire le tour du monde. Alors ça, je ne le raconte pas complètement dans le spectacle, mais leur objectif, c'était ça. Et au cours de ce voyage, Jack London va écrire beaucoup de choses, beaucoup d'articles, beaucoup de nouvelles, les contes des mers du Sud, entre autres, d'autres livres aussi. Et surtout, il va écrire Martin Eden. Et il va mettre le mot fin quand ils vont arriver à Tahiti. Voilà. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'est à la fois ce voyage et cette recherche qu'il va faire en lui-même. Parce que là, c'est vraiment, il va sortir de lui-même son frère jumeau, son âme intérieure. Ça raconte un peu sa vie, ses débuts d'écrivain. Et en même temps, c'est une fiction. C'est un travail d'adaptation absolument colossal. Énorme. Dès le départ, est-ce que vous aviez déjà cette idée ? Oui, en général, quand on lit Martin Eden, ça devient un livre de référence. Ça fait partie des livres qu'on va emmener sur une île. Dès le départ, je voulais... il n'y a rien de théâtral dans le livre. Rien. Parce que c'est un voyage intérieur. C'est un écrivain qui cherche à écrire, je veux dire, il n'y a pas d'action, c'est pas les Trois Mousquetaires, quoi. On est loin du conte de Monte Cristo des Trois Mousquetaires, il n'y a pas d'aventure, pas de rebondissement. C'est ça qui m'intéressait, c'est de dire, il n'y a rien de théâtral, mais ce qui m'intéressait, c'est, après quand j'ai lu tout sur Jack London, c'est la façon dont il travaillait, sa vie, qui est incroyable, c'était une star, il faut vraiment comprendre qu'en 1900, Jack London, c'était une énorme star mondiale. Quand ils arrivaient avec Charmian dans les villes ou dans les îles, ils étaient reçus à chaque fois par le gouverneur de l'île, etc. Et donc, dès le départ, j'avais l'idée du voyage. Parce que j'avais envie de raconter... Voilà, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu d'ailleurs, mais c'est la mer qui m'a inspirée en premier. Et ça fonctionne parce qu'on est dans un paysage de mer, même si c'est stylisé. Oui. On sent les embruns, on sent le vent, la tempête, c'est impressionnant. Ah oui, la tempête, ouais, c'est extra à faire en plus, la scène de la tempête. Et il n'y a rien, il n'y a pas d'effets spéciaux, on aurait adoré. Hein. Vous avez quand même de très belles lumières. Oui, le metteur en scène travaille toujours ses lumières dès le départ. Il fait des plans lumière, ça fait partie, il dessine beaucoup, donc il fait des petits croquis, des petits pastels. Il a toujours une vision comme une gravure, quoi. Il a vraiment une vision physique du spectacle, pas du tout intellectuelle. Vous avez un décor qui est simple, entre guillemets, mais magnifique. Oui. J'aime énormément ce décor, c'est une vraie réussite. Oui. Et il bouge dans tous les sens, en vérité. Oui, il bouge dans tous les sens, c'est comme un puzzle. Alors c'est pareil, ça a été très travaillé, parce ça fait 2 ans et demi quasiment qu'on travaille sur le spectacle.
spectacle par étapes, hein, bien sûr. Et le décor, au départ, était beaucoup plus compliqué. Dès le départ, c'était l'idée du voilier. Richard voulait qu'il y ait un voilier sur scène. Et c'est pareil, il est passionné de littérature marine, il est passionné de mer. Et donc, on a eu une session de répétition au tout début, pendant 15 jours. On avait des voiles, on avait plein de choses, beaucoup de malles, plein de trucs. Puis au fur et à mesure, on a épuré, on a travaillé sur le décor. Ça nous ramène aussi à l'imaginaire, Oui. parce que quand on lit un roman, finalement, tout est dans la tête. Et là, comme il y a plein de choses qui sont suggérées, on est à nouveau dans ce processus, je trouve. Et ça fonctionne. Oui, Moi, c'est je ça. suis parti en bateau, quoi. Ah oui, c'est génial, Vraiment. parce que c'est vraiment l'objectif. C'est de garder l'imaginaire qu'on a quand on est lecteur. Et puis le côté enfantin. Ce qui nous intéresse, c'est d'osciller entre le jeu très naturel et par moments un jeu plus très théâtral aussi, avec on va carrément aussi parfois amener les masques, amener des constructions de personnages un petit peu grotesques, du burlesque. On mélange un peu tous les genres, mais les scènes intimes entre Martin et Rousse, et surtout entre Charmian et Jack, elles sont finalement très très naturelles. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est d'aller entre les deux. Parmi tout ce que j'ai aimé dans le spectacle, j'ai trouvé que c'était très chorégraphique. C'est Oui. au millimètre, en fait. C'est vraiment... Et du coup, ça tout s'enchaîne de façon extrêmement fluide. C'est vraiment très agréable. Hein. C'est très léger. Ça passe tout seul, en fait. Oui, oui. Et ce que j'aime énormément, c'est qu'il y a beaucoup d'accessoires, de sonorités qui apparaissent pendant que vous parlez, d'autres personnages qui parlent en même temps que vous, Oui. ou même qui chantent, peut-être. Oui, Enfin, qui chantent des fois derrière, en fond. et tout Oui, fonctionne, tout s'imbrique en fait. Je pense que c'est vraiment un travail de tisserand. Quoi. Ah oui, oui, c'est très très précis. C'est vraiment hyper précis. On a travaillé là-dessus. De toute façon, on s'est fait des petites sessions de répétition de 15 jours, éparpillées à chaque fois. À chaque fois, on prend des photos, on filme, on regarde, on débriefe sur les objets, les places et tout ça. On épure et puis on est très strict. L'objet, il se pose là, pas là. Et c'est vraiment, c'est super précis. Précis à tel point que si une des planches là, du décor se pose à la bonne place, mais pas dans le bon sens, ça dérègle tout le pulse à un moment donné. C'est vraiment des rouages. Mais c'est beaucoup de travail, hein. C'était pénible. On a passé des journées entières que sur la manipulation de l'objet. Je vous avais beaucoup aimé dans le conte de Monte Cristo. Oui. Et en même temps, vous étiez très guerrière dans ce spectacle. Enfin, il y avait quelque chose à la fois Oui. terrestre et combatif. Et, dans celui-là, je trouve que vous avez exploré beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. Bah merci. Mais c'est des rôles. C'est un très, magnifique très rôle, différent. ce Ah bah oui, c'est Conte de Ces Monte- rôles, parce qu'il y en a oui, plusieurs. ces rôles, il y en a plusieurs. Après, le rôle phare, pour moi, c'est Charmian, la femme de Jack, qui est une femme libre, une femme indépendante. Et c'est vrai, elle était indépendante financièrement, elle était très libre. À l'époque, c'est pas rien. Elle était plus âgée que lui. Je crois qu'elle a presque une dizaine d'années de plus que lui. Elle le soutient et elle est très terrienne, très concrète. Et sans elle, il n'aurait pas pu écrire tout ce qu'il a écrit. Bon, ça, on le sait. C'est souvent le propre des grands écrivains. Vous avez dit, je joue, je crée, je fabrique des spectacles parce que je ne peux pas faire autrement, parce que c'est en moi, c'est mon endroit, et que si je ne le fais pas, et quand je ne le fais pas, je me meurs à l'intérieur, je me vide. Oui, c'est vrai. Dites-moi. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas à quel moment j'ai écrit ce texte. C'est magnifique, ça. Est-ce que c'est avant ou après le confinement ou Justement, pendant, je me sais posais la rien. question. Je me pose la question aussi. Non, je crois que c'est avant. Bien avant, oui, parce que c'était au moment où on devait créer le spectacle en mai dernier et on devait aller à Avignon en juillet dernier. Donc c'était avant. Ah ben non, enfin bref. En tout cas, c'est vrai, ça me correspond complètement, oui. Oui. Bah oui, c'est... Mais je pense comme plein d'artistes, un peu aussi comme ce que raconte la pièce. C'est une nécessité intérieure d'être sur scène, mais c'est pas quelque chose d'égocentrique. C'est vraiment, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est la troupe, c'est de partager des histoires. Je m'en fiche de moi, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est de partir dans ce collectif, le collectif du théâtre. Mais ce que je trouvais vraiment passionnant dans ce que vous avez dit, c'est que ça ressemble à Jack London, finalement. Un peu, oui. Et ça nous parle parce qu'on a eu cette espèce de confinement pas possible. Oui. Parce que je trouve que cette pièce, c'est aussi une forme d'apprentissage à la créativité, à la création, à l'écriture. Ah oui, complètement, oui. Alors là, c'est l'écriture, mais ça pourrait être la peinture, la photo ou le théâtre, bien sûr. C'est vraiment suivre le processus d'un artiste, comment la nécessité de créer quelque chose est en lui, comment, il le dit plusieurs fois, réaliser l'impossible. C'est un objectif. Plusieurs fois, il dit « j'ai foi en moi, je le sais, je vais y arriver ». Et c'est vrai, ça. Et on a tous vécu ça quand on est artiste, avoir autour de soi la famille ou les proches qui vont dire « non, fais autre chose, sécurise et machin ». Non, on sait et on perd pas l'objectif et on peut se désespérer. Ça raconte vraiment ça pour moi. Et alors évidemment, ça prend tout son sens avec la période qu'on vient de vivre, parce qu'on a été tellement
blessés, meurtris, privés de ne pas travailler. On a tous trouvé des béquilles pour survivre. De créer pour l'univers, en fait. C'est pas de laisser une marque pour lui, c'est pas l'ego. On parle souvent de l'ego de l'artiste, mais je crois que ça va vraiment au-delà de ça. Je crois vraiment. Non, c'est une destinée, en fait. C'est une destinée. Ouais. Un artiste sent qu'il a besoin. Il a des choses en lui, il l'explique pas, mais il a besoin que ça arrive vers les autres. Ouais, on la ressent très très bien dans la pièce. Oui. Vous voulez que vous me parliez aussi de votre partenaire, Frank Etena? Oui. Parce que il est absolument fantastique. Il est extraordinaire, oui. Et la musique, quel bonheur. Oui, Franck, c'est un grand artiste. Il est à la fois musicien, compositeur et c'est un très très grand comédien, vraiment. D'abord, la chose importante, c'est qu'on se connaît depuis très longtemps. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, on a fait beaucoup de spectacles ensemble. On se considère être des frères de scène. On se comprend sur nos respirations, sur les regards, et c'est un artiste, pareil, très instinctif. Et sur la musique... Il y a un rythme très très mélodieux... Qui est un peu un fil rouge, oui. Je trouve vraiment qui fonctionne, qui est dans entêtant. Alors la musique, en réalité, il n'y a que 3 morceaux de musique. En fait, c'est un même thème qui est morcelé en 3 parties. Et après, il le décline tout au long du truc. Donc il s'est inspiré de plusieurs choses. D'abord, il s'est inspiré beaucoup des musiques irlandaises. Et puis, au départ, on a cherché des choses assez réalistes. On avait le son de la mer, le son de la tempête. Ça nous faisait du bien en répétition, on se mettait le son de la mer. Et là, il n'y a aucun son naturel, en fait. Ouais. Il n'y a jamais le son de la mer. Et pourtant, dans la tempête, on l'entend jamais... la mer. Hein. Bah oui, on l'entend. Tout ce passage, c'est un son de cœur, un battement de cœur. Ah oui. Et c'est le cœur du petit de Franck qui a fait la première écho au tout début de la répétition. Il l'avait fait écouter parce qu'il était très fier et on lui a dit Franck, tu mets ça dans la bande son. Oh, j'adore. Ça, c'est symbolique. Et voilà. Il entend très bien, mais il est très fort parce qu'il est démesuré. Je me demande même s'il n'a pas un peu accéléré, mais c'est le truc qui rythme. C'est génial. Et c'est très symbolique. Très beau comme symbole. Vous êtes actuellement au Phoenix Festival et bientôt à Avignon. Eh bien oui, tout le mois. Alors en fait, oui, c'est vrai, on est à 16h maintenant. Dans quel théâtre? Essaillons. Lorsque je suis venu voir le spectacle, il y avait ma voisine, une spectatrice, qui a dit spontanément, moi ce que j'adore dans ce spectacle, c'est qu'il y a à la fois Martin Eden et Jack London. Ah oui, mais c'est exactement ça. C'est vraiment l'objectif. Il y a les deux. Oui. Et elle avait, je pense qu'elle était vraiment fan des deux, en fait. Oui. Elle était très heureuse de voir les deux. De Jack London avec son personnage. Et comment il va se libérer de ce personnage pour après continuer son voyage. Merci beaucoup, Véronique. Je vous en prie. Merci d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux ou sur mon blog et de me transmettre vos commentaires. À bientôt.